Bienvenue dans ce call. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un outil assez intéressant qui a été développé par quelqu'un, voilà, un développeur qui va tout de suite se présenter. L'outil s'appelle Frame, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, Frame. Donc tout à l'heure, nous dira un peu comment ça se prononce également. Donc nous allons parler aujourd'hui de Frame, qui est un outil destiné aux créateurs de contenu. Alors ce soir, nous allons parler technique, non technique, un peu business aussi, voilà, avec notre invité Abdul, que je vous prie que je prie, voilà, de se présenter. Bon, moi, on me connaît déjà, moi, c'est Jacob Gomet, je suis développeur et souvent, il m'arrive d'animer des panels dans les communautés JS Benin et Python Benin. Alors, Abdul, si tu es là, tu peux te présenter rapidement à nous afin qu'on puisse te connaître et savoir qui tu es, ce que tu fais et pour la suite, on va découvrir au fur et à mesure. Merci. D'accord. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien et que le dimanche ou bien le week-end se termine très bien chez vous. Bon, en tant que développeur, nous sommes d'accord que on n'a pas le week-end, mais bon, j'espère déjà que tout se passe très bien chez vous et tout. Alors, je m'appelle Abdul Kondo à l'état civil. Je suis développeur web et mobile aussi. Bon, j'ai un casquette un peu plus solide. Donc, j'aime pas dire full stack parce que tout dépend vraiment de là où on me met. Voilà. Je suis beaucoup un grand adepte de l'écosystème JavaScript et tout, et TypeScript, etc. Ok, super. Euh, Donc, en gros, nous avons un super développeur parmi nous là. Voilà. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. On peut Ok, le dire comme ça. donc, Voilà. du coup, question personnelle, est-ce que tu as ton propre compte ou bien tu travailles pour une entreprise? Donc, si tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça. Je suis à mon propre compte. J'ai deux casquettes dans l'entreprise. Je suis à la fois le CEO et le CTO. Donc, tout dépend de la conversation que j'ai avec des personnes. J'ai deux casquettes dans l'entreprise. Entreprise qui porte Frame, comme bon, le nom d'abord, ça dépend de la manière dont on veut le prononcer. Frame ou Frame, chacun le prononce de la manière dont il le veut. Sinon, le nom c'est Frame. C'est un peu comme on dit Facebook ou Facebook. Voilà, tout. Donc, l'entreprise mère de Frame, c'est Fidevo. C'est elle l'entreprise qui est l'entité morale qui dispose des droits de Frame. Donc, j'ai deux casquettes sur le CEO et le CTO de la boîte. Voilà un peu. Ok, super. Donc, comme tu as les deux casquettes, donc ça sera beaucoup plus facile encore de poser les questions. Tout. Dis-nous déjà un peu frime, voilà, pour frimer et tout. Dis-nous un peu frime, voilà, pour frimer, voilà, pour se montrer. Voilà, c'est un peu ça, un créateur de contenu. Oui, On peut se montrer, on veut s'affirmer, tout ça. Donc, c'est aussi ça, évidemment, en fait. On évidemment. veut s'affirmer, voilà. C'est là que le Nord, en fait. Voilà. Exactement. Donc, c'est vraiment bien pensé et tout. Dis-nous déjà comment l'idée est venue? Comment l'idée t'est venue? Est-ce que tu étais, c'est pas, en train de te promener avec ta copine ou bien est-ce que tu marchais dans la rue ou bien un jour tu étais là et tu dis, bon, et si je mettais en place un truc pour que les gens puissent filmer au fait? Montrer un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils font et tout. Comment Euh, l'idée t'est venue? bon, l'idée, c'est vaguement, hein. L'idée n'était pas venue au départ de créer un réseau social parce que j'avais déjà d'autres projets en cours que je développais. Et l'idée du réseau social en elle-même est venue quand j'ai raté la monétisation de YouTube. Il faut savoir qu'à la base, j'ai une chaîne YouTube de près de 2000 abonnés et j'ai raté la monétisation. Lorsque j'ai atteint les 1000 abonnés, on m'a interdit la monétisation juste parce que j'étais au Bénin et je crée énormément de contenu. Et lorsque au Bénin, on veut, comment on appelle, je veux accepter les sponsoring, ça ne marche pas parce que d'autres disent qu'ils n'ont pas accès à certaines statistiques. Parce que pour accepter du sponsoring sur YouTube, il y a des statistiques que tu présentes à des partenaires pour qu'on puisse te donner le sponsoring. Donc ça, j'ai pas assez. Donc, l'idée est venue de créer un réseau social pour permettre à ce que les Africains qui sont toujours démonétisés du profil partenaire de cette plateforme puissent monétiser. D'abord, c'était d'abord la base. L'idée est venue juste parce que je travaillais sur un projet et puis d'un coup, j'ai voulu passer à la monétisation. Donc, c'était pas comme si c'était ça. Il n'y a pas de truc là-dessus. C'est un peu ça.
je vois, c'est vraiment intéressant pour moi. Même je suis youtubeur. Malheureusement, je n'ai pas eu assez le cardio comme toi pour pouvoir continuer et tout. Et bon, peut-être ce qui est sûr, j'aurai l'occasion de tester également l'outil à la fin de ce code. Donc, en gros, l'idée était venue suite au fait que tu es youtubeur, tu avais 2000 abonnés et tu voulais quand même que YouTube en crypto te récompense un peu pour les travaux, pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes à la Évidemment, communauté et tout. Donc, tu t'es rendu compte que évidemment. étant au Bénin, étant dans la liste rouge ou bien dans la liste noire de ces Tout à fait. personnes-là, voilà, tu t'es dit, mais pourquoi ne Il faut pas créer une savoir solution? qu'au départ, je le savais que le Bénin était inéligible. Mais comme tout le monde entend tout le monde, il y a des actes. On peut passer la monétisation, il faut donner le compte à quelqu'un à l'extérieur. Donc, je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci. Lorsque j'atteindrai 5000 abonnés, je le ferai. Mais au moment de le faire, tout était calé. Donc, je me suis dit, bon, là, j'en ai assez. Le projet que j'étais en train de travailler dessus, je l'ai mis de côté et j'ai dit, bon, je démarre ça d'abord. Voilà, c'était tout. Ok, donc du coup, tu as voulu créer l'outil. Du coup, quand tu as voulu créer l'outil, comment ça s'est fait en fait, de façon globale? Genre, tu étais seul, tu D'accord. avais une équipe, ou bien comment ça s'est fait, le choix des outils, de façon ramassée, comment ça s'est fait en fait? De façon ramassée, j'étais seul, très seul au départ, parce que j'ai voulu tester l'idée seul d'abord pour voir en fait, ce que ça allait donner, ce que ça ressemblait. Donc, on a sorti une toute première version, une toute première fine version. Hein, en fait, on ne faisait que créer un post. La personne disait créer un post. Il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien, rien. Tu créais juste un post. Histoire de voir un peu comment ça allait prendre. Juste une version web aussi, très standard, basique, en Next.js, bien sûr, que j'avais effectué. Et lorsque j'ai sorti cette version, dans la nuit où je l'ai sorti, c'était un vendredi, je me rappelle bien, j'ai même la date. Dans la nuit à laquelle je l'ai sorti, c'était aussi signé Vessel, bien sûr. Dans la nuit à laquelle je l'ai sorti jusqu'au lendemain, je me suis retrouvé avec 15 utilisateurs, avec 100 posts créés. J'ai dit, waouh, 15 utilisateurs, 100 posts créés, bah, c'était intéressant. Donc, le lendemain, audio. Un pote m'a dit, gars, mets l'audio dessus. Donc, j'ai cru, j'ai mis l'audio, audio en post, audio en commentaire, et c'est fini. Ça ne faisait que, c'était ça. Donc, j'étais seul au départ, j'ai essayé, j'ai dit, bon, ok, on va essayer, voir ce que ça va donner. C'est le lendemain que j'ai pris même le nom de domaine, parce qu'au départ, je voulais, j'ai voulu essayer ce que ça donnait, j'ai démarré comme ça. Donc, voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça. Ok, super. Donc, tu as eu l'idée, ok, tu as choisi, genre les outils, tu les as juste choisis parce que, bon, ok, bon, c'est un MVP, tu voulais juste lancer un truc. Finalement, aujourd'hui, je pense quand même que le produit, ça donne, tu as quand même des utilisateurs. Est-ce que tu Oui. t'es dit, bon, voilà, je change d'outil, comment tu gères l'infra? Parce que tu as des CTO et puis CEO. Donc, question CTO d'abord, je suis en train de te doser par rapport à ça. Après, on va revenir sur D'accord? la CEO et tout, monétisation Donc, aussi, voilà. Donc, je bon, comprends. restons sur le côté tech d'abord. Après, on va aller sur le côté D'accord? business. Donc, je pense, D'accord? j'espère que ça ne dérange pas. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Restons tech, après business. Après, on va parler des conseils et tout. Super. Du coup, aujourd'hui, l'outil, tu as parlé de Next.js, ok. Donc, aujourd'hui, l'outil, quand même, il y a des milliers de personnes qui l'utilisent, mais il y a certaines de personnes qui l'utilisent. Est-ce que tu t'es Évidemment, dit oui. que je scale ou bien est-ce que tu t'es dit que je change de technique? Parce que c'était un truc que tu Hmm, testes rapidement, tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'affluence au fait, tu t'es dit, est-ce que je mets en place un truc beaucoup plus solide? Mais en tant que tech team lead ou bien CTO, comment ça s'est fait? Quelles sont les réflexions que tu as eues? Parce qu'aujourd'hui aussi, en tant que tech, il nous arrive de créer des outils. OK, ok, rapidement, oui, créer des outils. Maintenant, évidemment. quand l'outil prend un peu de l'ampleur, quel est le mindset à avoir, la réflexion à avoir pour dire que Wow. je peux sur ça, ou bien je scale et tout, etc., etc. Je comprends maintenant. D'abord, avant de choisir Next.js, c'est parce que j'étudiais d'abord ce framework. Et donc, du coup, j'avais déjà essayé d'autres frameworks, mais Next.js, je suis allé directement sur lui parce qu'il m'offrait directement, comme tout le monde sait, le full stack et le front-end, le back-end directement. Donc, je suis allé directement dessus. Et dès que la version bêta est sortie, la version web bêta est sortie, on a continué sur cette lancée, on a utilisé l'API que Next.js permettait de créer directement. Mais maintenant, actuellement, vu qu'on est approche des 100 000 utilisateurs, en fait, ça fait grimper, on est approche des 100 000 utilisateurs et actifs aussi, on n'en parle pas. On est obligé de changer d'architecture. Comment on a décidé de changer d'architecture, c'est ça vraiment le plus truc là. Bon, il faut savoir que je ne suis plus seul. Je suis plus seul. Au départ, j'étais seul. Maintenant, j'ai une équipe qui m'accompagne et tout. Donc, je ne suis plus seul dans l'équipe. Donc, du coup, l'idée, la réflexion venait du fait qu'on a d'utilisateurs. L'architecture qu'on avait au départ était monolithe.
c'était vraiment casse-couille. On ne pouvait pas scaler, on ne pouvait pas faire des mises à jour. Pour faire une mise à jour, tu es obligé d'arrêter toute la veille pour faire une mise à jour. C'est chiant. C'est tellement chiant au point où on a décidé de changer de stack. Et pour changer de la stack, vraiment, on a pris vraiment énormément du temps parce qu'on est passé en microservice. Et là, au départ, on a voulu faire entre du Nest.js ou bien du Nest. Nest, pas Next. Voilà, Nest.js. Bon, si tu peux tu peux dire Nest avec S ou des Nest avec I, ça nous permettra de nous retrouver au fait. D'accord, super. Alors, pour aller à l'API microservice, on a pensé faire du Nest avec S. Voilà. Ou bien carrément faire du Express.js parce que quand on a voulu créer notre API monolithe, on est allé directement dessus du Express.js au départ. Du Express.js, tout. Et donc, du coup, c'était ça vraiment qui était le casse-couille parce que là, on traitait les vidéos, on avait des vines, on avait des opportunités, on avait des jeux, dans l'application, des jeux, les gens jouaient des jeux. Tout ça, c'était pas facile à gérer parce que quand il y a une mise à jour, on a besoin d'arrêter l'application où on attend 1 heure, 2 heures, on arrête l'API, on remet à jour et ça peut être cassé. Alors qu'en microservice, ça serait beaucoup plus facile. D'abord, même comment on est arrivé à décider d'aller vers le microservice, c'est parce que un jour, j'étais en train de suivre un podcast et un gars m'expliquait un peu comment l'architecture microservice fonctionne, qu'on peut bloquer un service et aller sur l'autre service. Parce que, de toute façon, dans une API ou dans une application, tous les services ne peuvent pas s'arrêter. Tous les services ne peuvent pas tomber en panne. Sauf si tu as bien codé ton truc, la probabilité est très faible que tout s'arrête. Donc, du coup, on a dit, ah d'accord, donc c'est ça, on allait passer en microservice. Donc, le choix maintenant entre Nest.js, S ou bien du Express, c'était ça vraiment le truc. Moi, je n'ai pas le temps parce qu'on avait des utilisateurs qui se plaignaient. Le feed prenait énormément du temps. Les utilisateurs se plaignaient du fait qu'ils n'arrivaient pas à recevoir des choses, des vidéos prenaient du temps à charger. On a dit, bon, ok, comme ce que je maîtrise, je maîtrise vraiment du Express.js et tout ce que l'écosystème API microservices. C'est bon. Je pars sur cette base-là. Donc, du coup, on a créé un CLI qui nous permet de rapidement créer les services. Donc, juste NPM et tout, on crée le service, on implémente dans notre CI/CD et puis c'est fini. Donc, on utilise tout ce qui est événementiel à l'intérieur des services et tout. Donc, vraiment, aller sur ce truc nous a pris 2 mois pour reconstruire toute notre architecture. Il faut savoir que le monolithe, c'était vraiment un gros monolithe. Donc, découper tout, minimum, c'était 2 mois de travail à temps plein. Et vraiment, maintenant, ça paye. Je pense que c'est ce qu'il faut faire même. C'est ce qu'il fallait faire au départ. Mais on ne pouvait pas le savoir si on n'avait pas une telle affluence qui venait sur l'application. Ok. Voilà, si tu le permets, cette petite explication que tu nous as donnée, Abdou, je pense que ça va aussi faire l'objet carrément d'un talk. Tu vas rentrer beaucoup plus dans les détails. Mais moi, tout de suite, j'ai une petite question. Tu as dit tout à l'heure que l'application a déjà 100 000 utilisateurs. Comment on passe de 100 utilisateurs à 100 000? Dans quelle période de temps ça s'est fait? Comment ça s'est fait? J'aimerais bien savoir. D'accord. Comment ça s'est fait jusqu'à 100 000 utilisateurs? Alors, tout au départ, le web était là, on a atteint les 1000 utilisateurs avec le web. On a décidé de contacter les influenceurs comme ce que tout le monde pouvait faire au départ. Ça, c'était au départ quand je n'avais pas encore de directeur de communication. Je n'avais pas encore une équipe qui me gérait. Donc, je me suis dit, bon, j'allais contacter les influenceurs pour en parler. 2, 3, 4 ans en parler, ça monte, ça descend. Donc, du coup, le directeur de communication est rentré dans la boîte, on a changé toute la structure. On a dit, bon, cette fois-ci, on va faire parler le produit. L'idée est de faire parler le produit que d'aller vers les influenceurs. Parce que si on paye à un influenceur, il viendra, il va faire ça comme, et puis c'est fini. Alors que quand quelqu'un porte un produit, il porte tout le produit. Si ça échoue, c'est lui. Donc, du coup, lui, avec sa stratégie qu'il a mis en place, il va vers des personnes, il les explique le produit, ce qu'ils ont à y gagner et ce qu'ils ont à y perdre. Donc, ils sont obligés de venir et de ramener toute leur communauté. Et lorsque ces personnes viennent avec leur communauté, ils ont certains avantages. Parce que en venant avec ta communauté, tu as des avantages en tant qu'ambassadeur et d'autres trucs qu'on les explique dans un contrat qu'on les envoie. Donc, ça nous permet, actuellement, maintenant, nous sommes dans 175 pays. On a déjà 35 pays actifs qui sont là. Donc, des ambassadeurs, c'est notre clé, c'est notre base. Ce sont des ambassadeurs vraiment qui nous permettent de toucher ces utilisateurs. Donc, de 0 à près de 100 000 utilisateurs, il faut avouer qu'on a fait ça en 3 mois.
Si je laisse le temps qu'on avait sorti la première version, Fidevo au départ, parce qu'on a continué les mêmes utilisateurs, les anciens utilisateurs, on les a ramenés, ils ont continué aussi. Donc, en 3 mois qu'on a lancé Frame, parce qu'au départ c'était Fidevo, on a rechangé un peu tout le branding, toute l'app, tout, on a vidé tout le monolithe pour recommencer. Donc, des 3 mois, on a lancé Frame et OETB a fait la publication de la vidéo. Jusqu'à maintenant, on a déjà près de 100 000 utilisateurs. Donc, c'est ça vraiment, c'est les ambassadeurs, les gens qui parlent à côté. Ah, j'ai attendu ci, j'ai attendu ça, venez voir. Et dès que les utilisateurs viennent, on ne veut pas les faire repartir. Parce que si un utilisateur vient et qu'il voit directement que l'application 4 est mauvaise, c'est un problème. Donc, on a mis des choses des trucs pour qu'il nous rappelle. Il nous dit, ah, j'ai un souci, on corrige, j'ai un souci, on corrige. Donc, c'est ça vraiment, les ambassadeurs, l'écoute aux utilisateurs et l'accueil. On va aussi dire que l'accueil qu'on les donne. Parce qu'on a mis en place des petits trucs. Lorsqu'ils viennent, ils vont voir vraiment ce que l'appli leur réserve. Première chose, l'audio. S'ils voient directement qu'on a des publications audio, des publications commentaires audio, bah c'est notre premier truc qu'on vend. Donc, ils sont intéressés déjà. Mais s'ils viennent et puis voient un peu de tout, ils vont dire, bon, c'est presque la même chose. Donc, c'est la raison vraiment, en fait, qui avait permis qu'on puisse arriver à ce taux d'utilisateurs. Je comprends. Par exemple, sur TikTok, par exemple, les gens recherchent cette fonctionnalité d'audio. Les gens recherchent ça. Si c'est que ça fait, c'est que les gens vont vraiment s'en servir pour banner les gens. Les gens vont vraiment, parce que aujourd'hui, c'est vraiment ça, vous faites quoi et tout. Oui. Et donc, on va continuer dans la lancée. Donc, en gros, parti d'une frustration, du fait que tu ne pourrais pas être rémunéré. Et en tant que tech, tu t'es dit, voilà, et si je fais des temps, et finalement, ça a donné quelque chose. Aujourd'hui, tu as quand même des centaines tu as des milliers d'utilisateurs. Alors, la question que je vais poser, c'est que aujourd'hui, toi, tu as dit que tu as une équipe, ok? Déjà, toi, en tant que CTO, avant qu'on rentre dans le volet CEO, toi, déjà en tant que CTO aujourd'hui, tu as une équipe tech qui travaille avec toi, avec qui vous coordonnez les choses, avec qui vous avez quand même une vision court terme, long terme, en termes aussi de code, d'architecture. En fait, comment tu gères ton quotidien aujourd'hui en tant que jeune tech CTO africain? Parce que tu as des inspirations. Comment tu travailles, en fait? C'est quoi ton modèle je ne sais pas si tu comprends un peu. Comment toi, tu travailles aujourd'hui en tant que CTO en tant que CTO, voilà. Je vois. Voilà. D'abord, avant que l'équipe ne se rassemble, j'ai appris à tout faire, même DevOps. Quand on est CTO africain, on apprend à faire DevOps, on apprend à faire UX design, on apprend à design, on apprend à tout faire. Même graphisme, on apprend à tout faire. Donc, le fait d'apprendre tout, de toucher à tout, le fait d'apprendre de toucher à tout ce qui m'a permis même le mobile, je ne faisais pas le mobile au départ. Donc, j'ai appris ça aussi. Le fait d'apprendre tout a vraiment permis de pouvoir bien gérer l'équipe, de chercher tel profil. Ah, toi, tu es de quel profil? Alors, viens, on en discute. S'ils ne sont pas bons, on les forme. Et voilà. Donc, j'ai une journée vraiment assez intense. Ma journée type, si on veut en venir là, c'est que chaque matin, j'ai des logs. Je vérifie est-ce que tous les services sont bons. Est-ce que je n'ai pas eu des logs hier ou à la nuit qui ont pété un truc? Je vérifie. Si tout est OK, je passe au mail parce que voilà, mon autre casquette est là qui m'attend. Je passe au mail et je reviens. L'équipe est là. En fait, c'est chaque lundi que l'équipe, je coordonne l'équipe. Je dis, ah, telle équipe, on fait ci, telle équipe, on fait ça. Voilà, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça. Et après ça, paf, ça fait vendredi soir, on revient encore à une réunion parce qu'on n'a pas le temps. Pas le temps de faire des sessions de 15 minutes de réunion, non. Sauf si c'est critique, on arrête et puis on arrange et puis on recommence. On n'a pas le temps. Donc, c'est ce casquette que je faisais un peu presque tout qui permet vraiment de faire que quand quelqu'un développe un mobile, il vient, je dis, bon, voilà, moi, voilà ce que je sais faire. Toi, tu es spécialisé en ça, tu t'occupes de ça. Je ne peux pas en dire plus. Ce que je connais, c'est ce que je vais en dire. Même si on dit qu'on est vraiment full stack, en fait, non. Une spécialisation est vraiment quelqu'un qui s'y connaît le mieux que quelqu'un qui s'y fait tout. Moi, je le dis vraiment. Donc, mon casquette de CTO, c'est un peu ça. Je documente beaucoup, énormément, mais pas vraiment. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, quand on crée un produit, on n'a pas le temps de documenter. On avance. C'est après, on dit, bon, attention,
il faut que je documente, l'équipe s'agrandit. Donc, voilà un peu de façon ramassée. Et le casque qui était beaucoup permet de toucher beaucoup de personnes. Et voilà, c'est un peu tout. Ok, bon, je pense qu'il y a une question là. C'est une question, c'est ça? Aladé, c'est une question. Tu as levé la main. Oui, c'est une question. J'attends la fin ou bien je peux poser la question en même temps. En même temps, mieux. Bon, en même temps, mais il faut aussi il faut pas aussi oublier le timing. On a envie de voir la finale, la coupe, mais vas-y quand même. Ah, ok, moi je voulais juste poser une question sur le système de déploiement parce que Aldo a expliqué tout à l'heure que ok, à chaque déploiement, il faut arrêter les services d'application avant de lancer. Donc, je voudrais comprendre en fait quel mode de déploiement vous avez mis en place pour l'application au départ. Parce que tu as parlé des services. Est-ce que les services aussi, il faut les arrêter à un moment avant de refaire un nouveau déploiement? Je n'ai pas encore compris cette partie en fait. D'accord. Donc, je réponds rapidement à ça. Au départ, quand on était en monolithe, il n'y avait qu'un seul service. En monolithe, on n'a qu'un seul service. Donc, lorsqu'on a, bon, en fait, on n'a pas un seul service. On se dit avoir plusieurs services, mais on a un seul serveur qui tourne. Donc, étant donné qu'on a un seul serveur qui tourne, pour faire une mise à jour, tu arrêtes ton serveur avec PM2. Bon, nous, on est sur un VPS privé. Tu fais ton PM2, tu arrêtes le serveur. Parce que tout est mort. Donc, c'était ça. Alors qu'on est passé en microservice, on a intégré CI/CD, le comportement CI/CD que tout le monde connaît bien sûr, qui nous permet, avec PM2, de garder une couche ouverte de l'application, de ne jamais la fermer. Et lorsque le CI/CD termine son checking, tout ce qu'il va faire, il putsch. Dès qu'il putsch, c'est toujours ouvert et il putsch une nouvelle version. C'est un truc que honnêtement, je ne sais pas si c'est un nom, en réfléchissant qu'on a mis cela en place. Probablement, ça aura un nom, mais voilà. Bon, je crois que c'est du Blue Green. Donc, en fait, pardon? C'est du Blue Green Deployment. Vous aurez pu faire ça aussi avec l'application qui était le monolithe aussi. Et ça allait fonctionner. Lequel? Donc, je dis, le mode de déploiement, on appelle ça du Blue Green Deployment. C'est-à-dire, on a une application qui tourne. Et lorsque la nouvelle application est déployée, le nouveau déploiement va faire une vérification sur le hub check, c'est-à-dire est-ce que ça nous retourne un 200. Si ça nous retourne un 200, on peut rediriger les trafics sur la nouvelle application qui a été déployée. Sinon, on reste sur l'ancien. Donc, quand tu as dit que bon, vous êtes passé en microservice à cause de ce problème. Donc, c'est pour ça que je voulais poser la question. En microservice, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'arrête jamais. On n'arrête jamais en microservice. Merci à la dépôt la question. Mais en fait, on va essayer de garder ce mythe-là pas trop technique. On va faire aussi des sessions purement techniques pour échanger. Là, en fait, c'est un talk un peu light. On va rapidement prendre la question de Aboubakar et passer ensuite à la suite, en fait. Pour finir avec la session CTO, parce que avant de parler du côté CEO, qui nous intéresse bien évidemment, la question que j'aimerais te poser, c'est que, ok, tu as parlé de, genre, tu n'étais pas en poste, je suppose que tu étais freelance ou bien travail indépendant. Donc, tu as eu cette frustration de YouTube, ça t'a poussé à créer ton produit, au fait. Donc, de fil en aiguille, tu t'es rendu compte quand même que ça nécessite des ressources. Payer un serveur, avoir peut-être, même si c'est un ami développeur, il faut quand même le payer quelque chose. Même si c'est un ami développeur, au moins, tu dis, mon pote, je sais que tu bosses quelque part. Je sais que ce que je veux te payer là, ça ne va pas faire quelque chose. Mais aide-moi un peu. Ça nécessite des sous. Et ça, de façon régulière quand même. Il ne faut pas le décourager non plus. Comment tu as géré cette phase-là, ces challenges-là, comment tu as géré ça? Côté financier, acheter les serveurs. Parce qu'au début, il ne faut pas se mentir, un outil, ça ne génère pas encore. Évidemment. Le change, ça ne génère pas encore, donc il faut patienter un peu. Comment toi tu as fait? Est-ce que tu as des réserves? Ou bien tu as fait un prêt à la banque? Ou bien tes amis t'ont aidé gratuitement? Non, dis-nous, parce qu'il y a des gens ici qui ont aussi des idées de produits. À un moment donné, ils sont peut-être full stack, mais ils sont peut-être orientés front-end. Mais ils vont peut-être faire un truc à la Firebase ou bien un truc à Payload ou bien à Strapi. Mais ça, c'est limite. On a quand même envie d'un back-end assez solide ou bien on a envie d'un vrai designer.
on se fait un truc avec l'IA, tout ça, mais il faut quand même faire designer, quoi. Tu vois un Je peu. comprends. Donc, du coup, il faut payer tout ça. Donc, comment tu as géré cette partie-là? D'accord, merci bien. C'est une très belle question d'abord. D'abord, la banque, on dit tous, la banque ne prête pas aux jeunes Africains. Donc, la banque ne m'a pas fait un prêt. La banque ne m'a pas fait un prêt. Donc, j'étais en... Précision, tu es béninois ou bien tu n'es pas béninois? Je suis béninois, Ok, 100%. 100%. Et tu vis au Bénin actuellement? Je suis au Bénin actuellement. Ok, ou Calabi bien, bien Ah, je suis là. à Porto-Novo. Je suis à Porto-Novo. Je suis à D'accord, Porto-Novo. ok, Ouais, d'accord. Donc, un plus béninois alors. Donc, ça nous concerne tous. Donc, ça nous évidemment, concerne tous. ça nous concerne tous. Donc, Contexte local, contexte tout à fait. africain, contexte béninois. Ils mangent la Tout à pâte comme nous, ils mangent la cassa comme nous. Donc, ça nous Tout, concerne tout, tous. tout. Même Même la réalité. ça, je bouffe. Même, même réalité. Donc, on t'écoute. Donc, super. Donc, la banque ne prête pas de l'argent, tout le monde le sait. Pas facile. Donc, voilà. Faut savoir que tout le début jusqu'à maintenant, je suis à 80% sur le projet. 80% sur le projet. Donc, minimum, je touche toujours au code. C'est pas comme si quand je suis CTO, j'organise ça aux gens, à mes gars, et puis ils font. Non, je suis toujours à 100% sur le code. Et mes équipes, c'est-à-dire ceux qui m'accompagnent dans le projet, c'est pas des personnes qui ont un background assez level. Non, c'est des personnes qui ont entendu parler du projet, qui ont dit, ah bon, ils cherchent stage, ou bien qui ont envie de toucher un truc, ils disent, ok, d'accord, gars, on veut toucher, comment on va faire? Et comme je sais très bien qu'ils n'ont pas une même mise assez forte sur le truc, je dis, bon, super, ça serait une formation. Donc, étant donné que moi, je ne peux pas leur remettre un truc que je n'arrive pas à maîtriser, mais je les autorise eux à aller dans le sens, à aller loin dans ce qu'ils ne maîtrisent pas, dans ce que je ne maîtrise pas. Comme ça, plus ils connaissent plus ça nous permettra à moi de plus avancer. Donc, eux, ils touchent le job. Moi, j'ai 80% à faire sur le projet. Eux, ils font. Moi, je vérifie. Donc, on va dire que les autres, ils sont en stage. Donc, et comme ils sont en stage, les ristournes que je leur donne leur permettent juste de faire les déplacements. Donc, je ne les paye pas je ne les paye pas au niveau de quelque chose pour dire, tiens, voilà ton truc. Non, non. Je les paye juste pour le déplacement. Et ce n'est pas tout le temps parce que c'est chaud. Donc, côté serveur, côté ci, côté ça, parfois même moi, je me regarde quand là, je me dis, moi-même là, je suis fort. Il faut savoir que j'ai été un peu freelance, mais bon, moi, mon freelance, c'est que j'aime pas trop être sur les sites Upwork, c'est-à-dire travailler à l'extérieur pour des personnes. Non. Mon freelance, c'est-à-dire au Bénin. Les gens ont besoin de mon aide, du conseil, bien du lead et tout. Important commentaire. Ok, d'accord, excuse-moi. Donc, je disais tantôt que c'est donc en travaillant pour certaines personnes qui ont besoin de mon aide, de l'accompagnement, c'est tous ces sous-là que je prends. Il faut aussi dire que avec mon code, quand j'étais youtubeur, bon, je ne l'ai pas arrêté, je continue seulement que bon, ça ne paye plus trop. J'ai eu des sponsors avec Hostinger. Voilà. Hostinger m'a donné quelques codes promo qui m'ont permis d'avoir des serveurs assez moins chers. Donc, actuellement, on a 3 serveurs de Frame. Frame a 3 serveurs chez Hostinger. Des serveurs de K24, K24. Donc, ces codes promo ont vraiment réduit et, comment on appelle, le coût. Donc, le serveur qui coûtait peut-être 100 à 200 000, et il me laisse à 110 000. Et vraiment, 110 000 aussi, ce n'est pas facile à trouver 110 000, mais voilà. Moi, je négocie ça en un an. En un an. Et avec ce truc-là, le fait qu'on discute avec eux, ils savent que, bon, on crée un produit. En fait, tout part de la discussion. Ben, ces gars, ils ne sont pas vraiment compliqués, mais tout part vraiment de la discussion. Comment on discute avec eux, comment on veut apporter, on veut faire le partenariat avec eux. Donc, voilà. En gros, en termes d'hébergement, de ressources, on est déjà à 300 000. Tout a quitté, voilà, le fonds propre, ma poche. Et bon, les 300 000 n'ont pas été envoyés d'un coup. Tout a été échelonné. Voilà. Ils sont contents. Quand tu fais échelonner, ça marche aussi. Et voilà. C'est un peu ça. C'est une stratégie. Voilà. C'est en Afrique qu'on a tendance à vouloir tout faire du bloc. D'un coup, en Europe, les gens payent iPhone sur des mois. Ils payent chaque mois pour avoir l'iPhone. En Europe, ils ont franchement le prêt, c'est dans leur quotidien. Tu les vois avec une voiture, ils payent chaque mois quelque chose. Quoi. C'est pas ici. Ici, on a tendance à vouloir tout faire d'un coup. Et quand le fait ça nous pèse parfois, ça nous prend un peu
Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est une très belle stratégie. Je parle bien de. Tu es développeur, tu es expérimenté, tu es peut-être, c'est pas, senior. Ça dépend de comment tu te qualifies. Et à côté, tu as des bons petits. Je dirais comme ça, des bons petits pour rester dans le contexte local. Tu as des bons petits qui veulent apprendre, qui veulent monter en compétences, qui sont intéressés par un produit et d'avenir, en fait. Tu les prends sous ton aile, ils montent en compétences parce que c'est ça, en fait, on oublie. Aujourd'hui, on veut tout le temps l'argent, mais quand tu as des personnes qui sont motivées, qui veulent apprendre, qui sortent d'université, qui veulent apprendre un an d'expérience, qui se perdent encore, tu les prends sous ton aile. Mais si c'est un 30 000, 50 000, s'ils trouvent là, si tu les prends ça, c'est quelque chose. On commence toujours quelque part. Bon, on commence quelque part. Après, quand ils ont de l'expérience, ils vont se vendre plus cher ailleurs. Donc, pour ceux qui, s'il y a des jeunes développeurs ici et qui sont à l'université et tout, donc si vous trouvez des opportunités comme ça, ne dites pas que lui gagne 500 000, lui gagne 200 000, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si je veux aussi ajouter un petit truc, si je veux ajouter un truc aussi, tous ceux qui sont avec moi, les bons petits, comme tu le dis, ce sont ceux qui sont à l'université, première année, deuxième année ou troisième année. En fait, c'est ça. C'est ça étrange. Je vais même dans les universités, je leur parle comment on appelle, du projet. Et ceux qui sont intéressés s'enregistrent dans la liste d'attente et puis voilà, ils passent au fait. En fait, c'est ça, en fait. Ils veulent vraiment apprendre. Parce qu'il faut aussi comprendre que quand ils entendent en fait, du réseau social, ils savent en fait le travail qui est lourd derrière. Mais ils se demandent comment on peut faire. Tu vois un peu? Donc, en nous rejoignant, ils apprennent un peu plus vraiment tout le quotidien. Donc, en fait, c'est ça vraiment. Les bons petits là. Ok, moi j'avais une question vite fait pour toi, Abdoul. En off, tu me disais que vous avez quand même rencontré pas mal de challenges techniques. Vous avez été attaqué. Faut nous en parler un peu. Comment, voilà, les réalités du terrain quand on a un produit à 100 000 utilisateurs, comment ça se passe? Il faut avouer que si tu n'es pas attaqué, c'est que ton produit est mauvais. Il faut avouer que si tu n'es pas attaqué, ton produit est très mauvais. Il faudrait qu'on t'attaque pour que tu puisses trouver que, attention, tu as oublié un API ouvert. Donc voilà, il faut qu'on t'attaque. Donc du coup, alors je vais d'abord raconter une petite anecdote. La première version bêta. Quand on dit bêta, même DP, c'est-à-dire on code plus vite. Et puis voilà, on sort API, on oublie de fermer les sorties d'API. Donc, du coup, là, j'étais encore à Cotonou en ce temps avant de rentrer sur Porto. J'ai fini la première version, j'ai déployé la première version, il y avait de l'influence et tout. Et un beau jour, j'étais tranquillement au dehors. Je reçois un message, ton API est ouvert. Un message, ton API est ouvert. Mon API est ouvert comment? Il dit, je viens. Et je déconnecte. Quelques heures plus tard, je reçois un mail de Austin que mon serveur chauffe, c'est-à-dire le CPU chauffe. Je dis, c'est quoi? Ou bien c'est affluent serveur, ou bien comment? Ou l'utilisateur vient. J'ouvre ma base de données, je fais une liste user, je vois le même nom qu'hier. Il dit, gars, c'est quoi ça? Et j'ouvre l'application maintenant et je vois, il a pris mon utilisateur, il s'est fait abonner à lui-même plus de 10 000 fois. C'est-à-dire, j'ai dit, gars, c'est quoi ça? Donc, du coup, quand il a fait ça, il a dit, bon, ouais, ça c'est intéressant, ça. Je le contacte, il dit, gars, arrête. Il dit qu'il a testé mon API. Il dit, non, le test API en production. Viens en dev. On a fait la nuit, je n'ai pas dormi, je n'ai pas du tout dormi la nuit. J'ai pris la nuit là, et puis j'ai commencé à me arrêter. C'est 18 h, j'ai fini à 4 h du matin. C'est-à-dire, j'ai restructuré tout l'API, endpoint fermé, tout. Mais ça a fait que j'ai d'abord vidé certains utilisateurs, certains postes, parce que ça a vraiment mélangé toute la raisonnement. Et finalement, lui et moi, je l'appelle et dis, gars, ce que tu as foutu là, c'est pas du neuf, c'est pas cool et tout. Et il dit qu'il a voulu tester pour voir vraiment si mon API est solide et tout. Mais c'est méchant. C'est méchant ce que tu as fait. C'est méchant. Finalement, il est dans l'équipe. Il est notre testeur de tous les API. Il est rentré dans l'équipe. Mais j'aime bien quand même cette méthode quand même. Honnêtement, j'avoue. Et ça, c'est la première version quand on était encore au début. Et ça, il dit, en fait, c'est un projet que j'aime vraiment. C'est un projet où ça te donne envie. En fait, tu as les palpitations. En fait, beaucoup t'attaquent de gauche à droite. Et c'est toi, en fait, qui fais le boss pour empêcher ça. C'est vraiment un projet. Plus beaucoup de personnes utilisent, tu ne dois pas arrêter l'application. Tu dois vérifier cette instruction. Sinon, crash en production, c'est méchant. C'est méchant de sorcellerie. Crash en production, c'est très méchant. Des gens t'attaquent, des gens...
Pour encore autre chose, actuellement, des gens s'envoient des codes bizarres dans l'application, histoire de juste cracher la. Je les regarde dire, mais en fait, on m'a déjà fait ça. On m'a déjà fait ça. Donc, en fait, c'est plus nouveau pour moi. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé et truc là. Il y a vraiment une année déjà. L'autre côté, maintenant, c'était tout récemment. Ça, je suis sûr que c'est les Béninois. Ils se cachent derrière des VPN. Ils lancent des attaques du serveur pour essayer de se connecter au serveur. Tout le temps. On en reçoit. Ils sont tous cachés derrière les VPN, mais ils savent que c'est les Béninois. Merci beaucoup, les gars. Continuez. Mais vous ne pouvez pas me faire ce moment. Voilà. C'est que c'est les Béninois. Oui, je suis sûr. Il n'y a pas. Ça, c'est vrai qu'on est dans 35 pays actifs actuellement. Ça, je suis très sûr. Mais Béninois, en fait, la com est beaucoup au Bénin actuellement. Et je suis sûr, surtout quand on était allé à l'ONTB, on a fini la vidéo chez l'ONTB, c'est là que ça a commencé. Non, les gars nous ont vraiment pompé. Ils voulaient voir ce que le serveur était puissant. Je vous jure. Une semaine, on n'a pas dormi. C'était sécurité, notre problème. On n'a même plus codé feature. Mais fonctionnalité, on met de côté. AP, on met de côté. Sécurité, d'abord. Parce que les gens veulent tout prendre. C'est ça, en fait. Mais c'est la Béninois, ça, je suis sûr. Mais je la remercie quand même. Ça nous permet vraiment de voir nos vulnérabilités. Voilà. Merci pour la petite anecdote. Judika, elle a une question. On va prendre sa question et moi, je vais ensuite. Judika, hello. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Désolé, je ne suis pas arrivé. Enfin, je n'ai pas pu me connecter à temps et tout. Mais la partie qui m'a personnellement le plus intéressé, c'est la partie sécurité. Et si les présentateurs le permettent, je vais faire juste 2-3 apports. C'est important dès la phase de développement de mettre l'accent sur la sécurité. Parce que ce qui va se passer, c'est que dès le jour 0 où vous envoyez votre application en ligne, il y aura des gens qui vont essayer de pirater cela. Ça m'est déjà arrivé où, personnellement, j'étais en plein déploiement, j'étais en train de configurer le serveur et j'ai vu les logs, il y avait déjà des gens qui essayaient d'attaquer. Je n'avais même pas encore déployé quelque chose sur le serveur, j'étais encore dans la phase de config. Donc ça arrivera toujours, ce n'est pas forcément des Béninois. La plupart du temps, c'est des outils automatisés. Ça veut dire qu'on ne vous cible pas vous personnellement, on cible tout ce qui circule. Donc, si vous avez des trucs que vous êtes en pleine phase de développement et tout, mettez quand même l'accent sur la sécurité. Aujourd'hui, c'est bon, du globe des applis et tout, mais on peut plus se permettre le luxe, en tout cas, en 2025, de laisser des trucs qui soient facilement ouverts et tout. Le fait que vous ayez pu fixer et résoudre ces problèmes-là, c'est déjà bon. Ça prouve que quand même, l'équipe est résiliente et qu'elle est tout le temps en train de chercher à améliorer le produit. Donc, sur ce, sincèrement, je vous tire chapeau. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Et effectivement, c'est ça. En tout cas, comme on le dit, quand on est dans la flamme de coder, c'est-à-dire de sortir une MVP rapide, on oublie. Mais en fait, je pense que quand on fait quelques listes de fonctionnalités, là, premier checklist, là, sécurité. C'est ça, il faut commencer d'abord. Parce que honnêtement, quand on commence par attaquer, on ne veut même plus publier. Parce qu'on se dit, je vais abandonner le projet. Mais non. Il faudrait penser d'abord sécurité. Même quand on crée les API, les cursors, les middleware, il faut toujours commencer par ça. C'est logique. On oublie d'abord CRUD. Non, ça CRUD vient après. L'objectif, c'est toujours penser à la sécurité. C'est ce que moi, je recommande maintenant à mes petits. Les gars, première chose là, sécurité. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Bojanga Jacob veut enchaîner avec une question. Je pense qu'on va avancer un peu dans le programme. Okay. On aura l'occasion de revenir sur certains aspects avec Abdul. Donc, le but ici, c'était de faire vraiment du 360 en Getty Started, au fait. On vient de lever mon casque. Je ne sais pas si vous me recevez toujours. Non, oui, c'est bon, on Getty Started et tout. Donc, voilà. Donc, on a brassé un peu l'aspect CTO. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Tout ce qui sont le gourou de la tech. On va vraiment rentrer dans l'aspect technique, les choix qui ont été faits, les challenge codes, tout ça. Donc, Abdul pourra nous en parler parce qu'il est CTO dans
dans son entreprise, au fait, puisqu'il est aussi également CEO. Et c'est ce qu'on nous allons aborder dans cette partie, dans cette seconde partie, au fait. Donc, Abdul disait en introduction qu'il était CEO également. Ça veut dire que c'est lui le chef d'entreprise, en sorte, actuellement, c'est lui le big boss. Donc, déjà, en tant que CEO, comment tu fais? Comment tu gères? De façon générale, déjà, comment tu gères? D'accord. Et en tout cas, il faut savoir un truc, hein, je ne sais pas pour vous cacher. Hein. Quand on est CEO en Afrique, surtout au Bénin, là, le CEO doit savoir même faire graphisme, même photographie, il doit savoir faire ça. Ça, c'est la première des choses. Même, en tout cas, on n'est pas CEO juste pour. Minimum graphisme, là, tu fais. Parce que si tu n'as pas l'argent, on va te manquer du respect. Donc, tu dois savoir même faire affiche visuelle. Première des choses. Donc, comment je fais c'est pas facile, comme on le dit, mais c'est l'argent. Hein. Sinon, il faut laisser. Il n'y a rien de compliqué. Quand on a la compétence, l'argent est là. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Pour moi, c'est ce que je pense. Parce que moi, les journées type, vu que j'ai 2 casquettes, c'est ça un peu le truc. Vu que maintenant, on a 3 équipes. On a une équipe à Porto. L'équipe de Porto est carrément 100% dev. Porto, on n'est que les devs. À Cotonou, on a l'équipe de communication et relations publiques et innovation. Et on a une autre équipe à Parakou qui s'occupe maintenant de nos modèles. Parce qu'il faut savoir que on a des modèles IA à l'interne qu'on utilise. Donc, on a une équipe, on se base beaucoup sur Llama, le open source de Llama aussi. Donc, voilà. On a nos modèles. Donc, on a 3 équipes qui sont un peu papier, mais à Porto, c'est que l'équipe, comment on appelle ça, l'équipe de développement Cotonou. Donc, une journée type pour moi en tant que CEO, CTO, c'est que chaque lundi, je dois faire tout ce qui est rapport Cotonou, Parakou, ils doivent me faire un point de tout ce qui a été effectué la semaine prochaine, qui va être effectué. Après ça, on t'appelle de gauche à droite, des mythes par ici, des mythes par là. Donc, ce n'est qu'à le soir que je porte chapeau de dev et ampoule éteinte, sombre et on code. C'est tout. C'est pas facile, ce côté-là, de gérer CEO et CTO. Mais si on a l'argent, on sait qu'on peut recruter des bons profils. C'est tout. Ouais. Je te comprends parfaitement. Moi-même, j'ai un tout petit peu cette expérience-là. Je ne vais pas forcément en parler ici, parce que ce n'est pas le kiff, mais je comprends ce que tu veux dire. Il faut vraiment s'y connaître un peu en tout, s'y connaître en comptabilité. Et bon, quand tu as aussi des personnes bienveillantes qui peuvent te conseiller, ça aide beaucoup. S'y connaître en comptabilité, en gestion, en planning, en graphisme également, c'est épuisant. Mais quand ça te tient à cœur, tu arrives à trouver l'énergie qu'il faut. Tu arrives à trouver l'énergie qu'il faut. Parfois, ça peut même ne pas être rentable. Mais tu as l'énergie qu'il faut pour continuer jusqu'à ce que tu te rends compte que ça ne marche pas, quoi. Donc, voilà. Maintenant, tu as parlé d'équipe. Donc, tu as 3 équipes et tout. Est-ce que vous avez assez de fonds pour pouvoir les financer? Bien, c'est tous des bons petits qui gèrent. Parce qu'à un moment donné, il faut pas aussi trop dépendre des bons petits. Il faut nous recruter aussi. Nous sommes là dans la communauté. Il faut aussi nous recruter pour nous donner quand même quelque chose. Dis-nous un peu comment, est-ce que Frime, qui permet de frimer, au fait, est-ce que ça te permet toi de frimer aujourd'hui auprès des autres? Non, pour le moment. Ah. Tu n'as pas assez d'ego pour frimer, pour dire que bon, voilà, moi je paye bien mes devs, ou bien ça marche. Ah oui. Mais pour le moment, en fait, non, je ne peux pas encore me permettre de frimer pour dire que je paye bien mes devs. Pour le moment, je ne peux pas encore dire ça. Tout ce que je dis pour le moment, c'est que c'est vrai qu'actuellement, ce n'est plus des bons petits. Parce que l'équipe de communication, relations publiques, ceux qui vont tout le temps dans les ministères, tout ça, ces gars-là ne sont pas des bons petits. C'est des personnes qui sont spécialisées. Les devs, là, on sait qu'on peut prendre les bons petits. Mais en tant que juridique, là, si tu prends un bon petit, là, tu vas te retrouver avec des procès maintenant, tu serais content. Donc, l'équipe qui s'occupe aussi de l'IA, ce n'est plus des bons petits. Ce côté, avec ceux-là, vu qu'on a une start-up et puis on a des parts, on a une manière de fonctionner avec eux. Ils ont des parts. C'est la manière dont nous fonctionnons actuellement. Le second côté, c'est que nous voulons d'abord passer un événement, le 30 août 2025, qui va être organisé. C'est après cet événement que nous voulons maintenant commencer par nous lancer, à chercher peut-être si on aura des financements de gauche à droite. Sinon, après ça, tout est d'abord encore sur fonds propres. Ok. Je remercie aussi Dion Wadi. Toute l'équipe qui m'accompagne sont vraiment, en fait, c'est un projet qu'ils ont pris. Tu vois, c'est un projet qu'ils ont vraiment pris. Ils se disent que
on va le faire, on va le faire. Donc, c'est pour ça vraiment que je dépense plus dans la technologie, dans le développement et un peu de recherche. Donc, le reste, là, on se débrouille. Voilà. Ok. Maintenant, quel conseil toi tu donnerais aujourd'hui à des personnes, parce qu'on est tous des devs ici, quel conseil toi tu donnerais à des devs aujourd'hui qui veulent se lancer dans un produit? Toi, en tant que CEO aujourd'hui, genre, avec ta petite expérience, genre, avec du recul, au fait, quel conseil tu peux donner? Je suppose que tu ne te payes pas assez. Je suppose que toi-même, tu ne te payes pas. Tu fais un certain nombre de choses. Donc, genre, parle-nous un peu de ça, en fait. Quel conseil, toi, tu donnerais, au fait, à quelqu'un qui veut lancer? D'abord, je vais donner un conseil d'abord en tant que dev. D'abord, il faut savoir que, entre parenthèses, quand Femi a envoyé le lien de groupe, j'ai lu certains messages, certaines discussions où certains disent que c'est pour les créateurs de contenu, c'est pour ci, c'est pour ça. En fait, il faut comprendre qu'en Afrique, on a un stéréotype, ou bien je ne sais plus trop quoi qu'on va dire. C'est-à-dire, quand les Américains ont fait pour eux et que nous, on veut en faire pareil, on se dit qu'ils ont déjà fait plus que nous. Non. Il faudrait qu'on supprime ça de notre tête. Prenons un cas simple. À améliorer Calendar ou Calendly, on appelle. Tapi est en train d'améliorer Linktree. Notion est en train d'améliorer Jira ou Trello, etc. Donc, en fait, c'est pour se dire que ce n'est pas parce qu'un produit est déjà sorti qu'il est bon, il est meilleur sur le marché, qu'un petit produit venant en Afrique ne va pas vraiment gros. Le conseil que moi, je vais donner aux jeunes Africains, tout comme moi aussi, parce que je suis très jeune aussi, quand vous voulez lancer là, lancez-vous. Ne dites pas, Alors, on ne te reçoit plus. Bien quelqu'un qui a besoin de vous. Ah, il est vraiment bénin, quoi. C'est bon? Tu es vraiment bénin. Voilà. C'est comme lui. C'est comme lui. Voilà. Non, heureusement, je n'ai pas menti. C'est bon maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Donc, je disais, le problème qui va peut-être arriver, c'est les fonds. Parce que si tu te lances, c'est les fonds. Si tu as à côté des personnes, des gens qui ont besoin de tes services, c'est pas parce que tu es CEO que tu ne vas pas aller tendre la main pour prendre pour quelqu'un travailler. Même si c'est un petit site web que tu vas faire là, fais-le pour avoir l'argent pour pouvoir toujours tourner la boîte. C'est ce que je fais. Malgré que la boîte n'est pas à 300%, j'ai toujours des clients que je dois toujours satisfaire pour prendre cet argent et venir tourner de l'autre côté. Donc, en fait, quand on est CEO, il ne faut pas juste dire je suis CEO et puis c'est fini. Non. Va chercher encore. Et pour le moment, tu n'as pas encore un financement. C'est parce que pour le moment, il faut savoir que quand on est en Afrique, on doit travailler plus que les Occidentaux. Les Occidentaux, ils présentent juste Market Figma. On les remet déjà du financement. Ici, non. Tu dois présenter Market Figma, produit, version dépassée, produit qui est solide, testable et présenté avec des trucs. Parce que moi, je sais, tu dois démarrer en fait le processus de financement. Je sais ce qu'on m'a déjà demandé. Et je suis déjà préparé à tout ça. C'est pour ça que je veux d'abord que les vendants passent avant maintenant d'avoir tous les atouts possibles. Donc, en fait, quand on est jeune, lancez-vous, cherchez à côté, investissez, continuez. Maintenant, ça, ce n'est pas un problème. Trouvez des startups qui ont déjà une longueur d'avance. Il faut savoir que nous, en interne, on a déjà développé, un exemple, on a déjà développé certains services que nous mettons à la disposition de toutes les un système de notification, plus besoin d'utiliser Twilio pour payer des dollars. Certains l'utilisent déjà. D'autres systèmes, en fait, ne te fatigue même plus la tâche. Approche-toi des personnes qui ont déjà. Parce que nous, étant donné que en recherche de développement, on avance, on a des personnes qui développent, on a des gars qui vont développer plus d'outils. En développant ces outils, au lieu d'aller payer des milliers de dollars, trouve quelqu'un ou bien une entreprise qui est déjà avancée, tu te rapproches de et là, j'ai besoin d'être incubateur. Incube-toi. C'est tout. Si tu te dis une condition, tu payes. Si tu me demandes des parts, tu payes. Le plus important, ce n'est pas les parts que tu as de verser. Le plus important, c'est que ton projet marche. C'est le conseil que moi j'ai donné à quelqu'un. De toute façon, si moi j'avais obtenu tous ces conseils au départ, je suis sûr que ça serait mieux. Mais bon, il y a moins. Anyway. Effectivement, ce que tu dis est intéressant. Comme je disais, je ne voulais pas forcément en parler et tout. Bon, puisque je suis partenaire avec JS Benin, je peux le dire à tête. Moi, par exemple, je suis également dev, CEO, bien tout ce que tu veux. J'ai également un produit que je suis toujours en train de développer et je découvre de nouvelles facettes. Je ne sais pas, peut-être que tu en as entendu parler, AppleSkills. Je ne sais pas si tu connais, est-ce que peut-être ça t'a. Si tu as entendu parler de ça une fois, Ok, AppleSkills, en fait, c'est tout simplement
voilà, une plateforme, bon, je ne dirais pas une plateforme aujourd'hui, mais c'est un système, un module d'accompagnement. On essaie au fait d'accompagner des personnes qui veulent se lancer dans la tech, mais qui sont dans la tech, qui ont des problèmes. On essaie de les accompagner à travers des mentors qui vont pouvoir les aider à pouvoir avancer vite ou bien progresser. Par exemple, ce projet, quand j'ai voulu le lancer, j'ai eu beaucoup d'avis négatifs. Sincèrement, des gens ont voulu me décourager. Il y a Open Classroom, il y a ceci. Franchement, c'est malheureusement dans la communauté, que ce soit JS Bénin, bon, je le dis ouvertement parce que moi, je n'ai pas honte de le dire. On a ce problème en Afrique, on a tendance à vouloir décourager les gens. Et je me suis lancé comme ça. J'ai moi-même pris mon salaire parce que je suis développeur. J'ai voulu faire une charte. Parce que je me suis dit, pour faire un truc bien, il faut tout de même quand même dépenser un truc. Voilà, une charte de graphique, tout au moins une charte de graphique avec un truc bien. Les premières affiches, au fait, j'ai payé le designer pour le faire. Après, j'ai demandé au designer de me faire des templates parce que je ne pouvais plus continuer à payer 5 000, 3 500 par affiche. Quand même, c'est beaucoup plus lourd. Fais-moi des templates. Moi-même, je dois faire des choses. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai fait de la pub, LinkedIn, tout ça. Je n'ai pas vraiment été encouragé. Et tout. J'ai même une amie, Julica, qui m'a aidé pour héberger le site parce que je n'avais pas de serveur. Et tout. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ce n'est que récemment que j'ai fait mes premiers chiffres. Tu imagines, après plus de 8 mois, que j'ai fait mes premiers. Et d'ailleurs, j'étais tellement content. J'utilise, au fait, comment on appelle, j'utilise Chariot pour pouvoir, pour permettre aux gens de payer plus facilement. C'est que récemment, j'ai commencé à faire mes premiers chiffres, au fait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prennent, il y a quelqu'un qui fait actuellement une formation Angular, il a payé, mais ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais depuis longtemps, des mois, tout ça là, à réfléchir, tout ça, ça n'a pas été vain. Ça, quand même, ça sert à des personnes. Si je mettais des cours, tu imagines, plus de 8 mois, voire 9 mois, je n'avais pas du tout de. Enfin, tout ce que je faisais, ça ne me donnait pas et tout. Donc, j'aurais pu me décourager et de ne pas investir et tout. Moi, franchement, quand quelqu'un a des idées, moi, j'encourage. La dernière fois, on voit les pourcentages. Non. La dernière fois, il y a une Cici qui écrit dans le chat. La dernière fois, Cici a posté un truc. Je ne sais pas s'il y a eu de l'engouement autour. Moi, actuellement, je ne suis pas très dispo. Je suis allé sur le site, c'est The Prompt. C'est des idées comme ça. Ouais, en Afrique, on a quand même des idées. The Prompt. Moi, je me dis, mais moi, je n'aurais jamais pensé à un truc comme ça. Je n'aurais jamais pensé à un truc comme ça. Aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok, les gens cherchent des prompts. Des prompts pour faire images avec 3D. Et chercher des prompts. Aujourd'hui, c'est carrément devenu. On voit le lien. Bon, j'envoie le lien des posts. J'ai déjà quelques sites sur TikTok de raison. Voilà, les gens parlent de trucs, de prompts. À chaque fois, tu dis, mais il a eu l'idée de ça. Mais c'est quand même un truc intéressant. Voilà, il peut même monétiser ça et dire que voilà, il y a des prompts que j'achète. Moi, je ne sais pas ce qu'il a prévu derrière tout ça. Mais quand on a des idées, il ne faut pas hésiter, franchement, à aller. Maintenant, nous sommes en train de tendre vers la fin. Dis-nous un peu quelles ont été tes inspirations. Forcément, en tant que CTO, CEO, tu as forcément des gens qui t'ont inspiré. Tu as aussi eu tu as eu quand même un mindset. Tu t'es accroché à quelque chose. Pas forcément que ça va rapporter, mais tu as eu des inspirations, tu as eu des modèles. Dis-moi un peu, parle-nous un peu de ces modèles-là, de tes inspirations, de ce qui t'a motivé à pouvoir perdurer, à résister à vent et marée, tout ça. Parle-nous un peu de ça, si ça peut motiver d'autres personnes. Et tout. Si c'est Elon Musk, il faut nous dire aussi. Ah non, quand même. Bon, en tant que. Est-ce que j'ai vraiment de modèle? Il faut savoir que le petit là, bon, moi il appelle le petit, et Mark Zuckerberg, ça j'avoue, c'est quelqu'un de. La manière dont il crée tout l'écosystème méta m'intéresse beaucoup. Il faut avouer que je suis vraiment tout l'écosystème méta. Je suis vraiment à fond derrière tout ça. Mais en fait, ce n'est pas mon modèle. Mark Zuckerberg n'est pas mon modèle parce que sont de développer un réseau social. Non, ce n'est pas mon modèle. Je n'ai vraiment pas de modèle en tant que tel. Non, je n'ai pas vraiment de modèle, il faut avouer. Non, je n'ai pas vraiment. Je ne sais pas vraiment, peut-être c'est maintenant je le dis, ou peut-être demain, je vais peut-être penser que c'était mon modèle. Mais je n'ai pas mon modèle. C'est normal. Moi-même, quand je lançais Apple Skills, d'abord, le truc, ça part d'abord d'un besoin. OK? Ça part d'abord d'un besoin. Puis après, tu te rends compte que, en tant que CEO ou bien CTO, pour grandir, pour pouvoir être un meilleur CEO ou bien CTO, il faut quand même voir un peu comment les autres font.
C'est là que peut-être tu t'intéresses maintenant à comment lui fait, quel transport, À comment lui il a fait le parcours, tout c'est là. Si tu n'en as pas, pour l'instant, on ne va pas te blâmer Moi, là-dessus. je reformule la question autrement. Ok, Moi, ok. je veux savoir en fait, parce que tu as eu des challenges, hein. Ça fait déjà plus d'un an que tu es derrière ce Oui, produit-là. Certainement, il y a eu des moments où tu t'es dit, est-ce que ce oui. truc-là, je ne vais pas laisser tomber ça. Et genre, des moments vraiment durs, peut-être même sur le plan personnel, peut-être sur le plan des finances, tu vois que tu Oui, injectes ton argent dans le oui, produit, oui. mais tu n'as pas de Ouais, retour direct. ouais. Qu'est-ce qui a pu te garder la tête focus en fait et te dire, bah, malgré toutes ces difficultés-là, je reste focus sur l'objectif, je n'abandonne pas, même s'il n'y a pas de retour immédiat sur tout ce que j'investis financièrement, effort, fatigue, tout ça, même s'il n'y a pas un retour direct. Qu'est-ce qui te maintenait motivé à aller poursuivre, à toujours développer le produit? Ah, si je dis je ne sais pas maintenant là, c'est encore autre chose, hein. Il y a vraiment pas de truc. C'est vrai, honnêtement, ça, on ne cache pas à personne quand on porte de casquettes et puis on injecte tout le temps de l'argent dans un tel produit. À un moment donné, on se demande, merde, où ça va en venir? Parce que, comme je le disais, lorsque les gens s'en parlent, il y a de l'affluence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me rappelle la dernière affluence qui est déjà venue la dernière fois, quand OETB a sorti sa vidéo, en fait, la courbe a monté, les serveurs chauffaient, tout était dense. En fait, là, il fallait sortir de l'argent pour accoupler les serveurs en double. Voilà. Je prends mon compte, je vérifie mon compte en banque, je n'ai pas assez d'argent. J'ai commencé par me poser des questions et tout. Et voilà. Et bon, en fait, je n'ai pas vraiment de modèle dans la vie active. J'ai des modèles dans les séries. Tout le monde a regardé Silicon Valley, n'est-ce pas? Peut-être pas. En tout cas, Voilà. moi j'ai regardé Silicon Valley, je pense que d'autres personnes aussi. Voilà. Ah, ok. C'est bon? Oui, oui, tu es de retour. Voilà. Donc, en fait, je disais que je n'ai pas de modèle en fait, dans la vie réelle. Honnêtement, je n'ai vraiment pas de modèle dans la vie réelle ici. Probablement, j'en ai, mais en fait, je tire plutôt mon modèle ou bien mon énergie dans les séries tech. Comme par exemple Silicon Valley. En fait, c'est une série que je regarde. En fait tout ce qui s'est passé comme challenge qu'ils ont eu là, c'est comme si je refais ça dans la vie réelle. Le serveur a chauffé, brûlé, ils étaient en procès. C'est pareil en fait avec moi aussi. Comment ils sont débrouillés pour de l'argent. En fait, c'est ça, c'est ce côté, c'est cette série-là seulement que je visionne. Figure-toi que le jour où les serveurs chauffaient, j'ai allumé une épisode en train de regarder, en train de penser à comment je vais avoir de l'argent. Les gars me disent, mais gars, le duc, elle dit, laissez-moi d'abord. Donc en fait, honnêtement, c'est ce truc. Je n'ai pas vraiment de modèle dans la vie réelle pour le moment. Pour le moment, je n'y pense pas, mais je pense que c'est la série là qui me donne plus de motivation à continuer, à continuer. Le gars a beaucoup souffert de la saison 1 jusqu'à la saison 5, il a beaucoup souffert. Et voilà. Donc, je pense que c'est cette série-là qui est mon truc là. Sinon, je n'en ai pas. Ok, ok, super. Ok. Djanga, vas-y. Ouais, donc de toute façon, on aura peut-être d'autres épisodes. On va plus se concentrer sur les aspects soit marketing, soit sur un aspect beaucoup plus spécifique. Le but ici, c'était quand même de faire découvrir un peu qui tu es, ce que tu fais et tout. Petit truc, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'outil, un peu en live, 2-3 minutes, pour que ceux qui ne connaissent pas puissent connaître, ou bien En tu live, vas on n'a dans... pas encore la. Bon, je vais Pardon? peut-être l'aider dans Ok. l'exercice. Je vais Ok, peut-être- ok. Là, en fait, pour que les gens puissent voir en fait ce que c'est, parce qu'on parle depuis d'un outil. Pour ceux qui ne savent pas, on parle de Frame. Voilà, pour frimer, en fait, donc c'est une plateforme qui permet aux gens de frimer, de montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire, ou bien ce qu'ils font, quoi. Donc, du coup, il y a Abdul qui a développé cette solution-là pour pouvoir aider les créateurs de contenu quand même à plus frimer sur son application. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc on va rapidement montrer un peu à quoi ça ressemble et tout. Et après, on va passer à la dernière partie. On va conclure. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a Chelsea qui a battu Paris. Ceux qui ne savent pas. 3-0. Là, je vais partager mon écran. Comment on fait déjà? Ok. Moi, je veux mon application en live sur notre téléphone. Ok. Si vous voyez mon écran, dites-moi. Oui, c'est bon. Ok. Quand j'ouvre Frame, voilà à quoi Il y ça a ressemble. 14 minutes.
Ok. Donc vous voyez, hein, c'est un peu l'expérience qu'on a sur les autres réseaux sociaux. On a des posts accompagnés d'images, des vidéos, une section vidéo. Voilà, on peut regarder des vidéos. On peut poster, je vois que on peut faire des posts. Voilà, on peut faire un audio, on peut dessiner, je pense. On C'est les peut, couleurs, les backgrounds de poste. ok, un peu comme sur WhatsApp. Ouais, on peut Voilà, continuer. ouais. Ok. On peut faire quoi encore? J'ai beaucoup aimé cette partie-là, opportunité. Tu peux nous en parler également? Parce que tu m'en parlais en off là. Ok. Les opportunités, c'est un peu comme les jobs rapides. Vous savez tous bien, en Afrique, les côté emploi, c'est que tu déposes un CV long bras. Les opportunités, c'est chap, comme les jobs rapides. Le nom va même être changé parce que l'opportunité, c'est trop fort. On va appeler ça job ou bien job rapide. Je ne sais pas encore trop comment on va s'y prendre. Il faut savoir que en Afrique, ici, notre contexte, on sait très bien que quand on veut peut-être chercher quelqu'un qui va monter un matelas, on ne sait vraiment pas. Au lieu de contacter, tu connais quelqu'un qui peut monter un matelas, non. Tu crées l'opportunité, je recherche quelqu'un pour me monter un matelas, telle date, voici mon prix. Tu envoies. La notification est envoyée aux utilisateurs. Si quelqu'un est intéressé et s'il est dans la même région, il t'appelle, ok, je suis prêt, voici mon prix. C'est tout. Ok, super. Les jobs rapides, c'est tout. Donc voilà un peu. Moi j'ai 0 followers et, et je suis 4 personnes pour le moment. Et voilà un peu. Donc bon, je vais pas trop spoiler. Voilà. Je vais demander à ceux qui sont intéressés de télécharger l'application. C'est sur Play Store et App Store, c'est bien ça? Voilà, donc allez télécharger, faites l'expérience vous-même et vous allez faire des retours. Je pense que vous allez faire votre petite expérience vous-même de l'application et voilà. Ok, du coup, comment dire, tu parlais du problème de YouTube. Donc, on va conclure par ça. Bon, on va pas conclure directement par ça, mais tu parles du problème de YouTube. Tu disais que tu étais YouTubeur, comme la plupart, bon, pas comme tout le monde, mais YouTubeur en Afrique, au Bénin en particulier. Tu sais que tu avais un problème de monétisation. Moi, par exemple, j'ai dû créer mon compte au Brésil. Malheureusement, c'était ma soeur qui était là-bas, elle a dû créer le compte. C'est d'ailleurs le compte Projanda. Bon, pas que c'est pas ça que j'utilise ici. Donc, elle a dû créer le compte. Pour moi, je n'ai pas atteint les 1000 abonnés, malheureusement. Et est-ce que sur ta plateforme aujourd'hui, on gagne de l'argent? Il y a un programme. qui est en cours d'exécution. Actuellement, il y a 5 ambassadeurs que nous sommes en train de les tester. Pour ça. Parce que nous pouvons décider de démarrer le programme de monétisation sans avoir un programme. Donc, nous avons un programme, on est en train de le tester avec 5 ambassadeurs. Ces 5 ambassadeurs doivent créer du contenu dans les niches qu'ils ont choisies. Et on a fixé un quota du nombre d'utilisateurs. Jusqu'à présent, personne n'a encore atteint ce quota. Ils sont tous en train de créer, en train d'inviter leur truc. Lorsque ce quota serait atteint, on peut savoir c'est quoi ces critères? Est-ce que c'est la même chose que YouTube, mais un peu plus accessible? Non, pour YouTube, c'est un peu compliqué. Pour TikTok, c'est un peu compliqué. Pour Free, le quota est divisé en 3 trucs. Premièrement, si c'est un profil personnel, et il veut avoir la monétisation, c'est-à-dire il doit aller à 5000 utilisateurs, 5000 abonnés minimum. Ça, c'est un profil personnel. Alors que quand il s'agit d'une page, c'est-à-dire une page entreprise, parce qu'il faut savoir que sur Free, on peut avoir aussi des pages. Tu crées ton compte, tu peux avoir jusqu'à 4 pages. Donc, quand il s'agit des pages, là, c'est que tu crées du contenu pour ta page. Donc là, c'est diminué à 2000 abonnés. 2000 abonnés. Maintenant, tout dépend de la niche que tu choisis. Il faut savoir que le programme a été fait en sorte que, étant donné qu'on a post, on a Vine, on a opportunité, les Vine, eux, la manière dont le feed fonctionne est différente de la manière dont l'autre fonctionne. Donc, en fait, c'est tout un programme qu'on a fait. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est jusqu'à 2000 abonnés pour les pages et 5000 abonnés pour les profils personnels. Actuellement, on a une qui est déjà 1000 abonnés déjà, qui continue. 1000 abonnés, donc il y a vraiment... En fait, ça, elle est journaliste, donc vous comprenez aussi. Hein.
Ok, super, super, super. Le programme est vraiment long, donc je ne peux pas tout détailler ici. Si je me mets à détailler là, on va tomber. Oui, bon, on est, Ok. on est vers la fin de toute Oui, façon. on est vers la fin et tout. Donc, dis-moi un peu, c'est quoi tes projections sur 3 mois, 6 mois, 1 an, ou bien pour la fin de l'année? Parce que qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça? Qu'est-ce que Frame nous réserve en fait? Qu'est-ce que Alors, si... Frame vous réserve énormément du lourd, du très très lourd en termes de fonctionnalité, il faut avouer. C'est vrai que jusque-là, tout le monde nous compare tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, etc. Mais non, nous, on a vraiment un objectif. Et je ne vais pas vous spoiler parce que je veux que vous veniez tous à Frame Connect qui serait pour le 30 août 2025. Ça serait un espace gratuit, c'est gratuit, il n'y a pas de truc. C'est un événement où on va accueillir beaucoup de trucs là, de personnel, ambassadeurs, tous ces trucs-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons activement sur un truc là. Et c'est ça vraiment le plus fort de chez nous, ce qu'on veut vraiment démontrer. C'est-à-dire, quelqu'un scroll sur Frame, il voit une publication écrite dans une langue qu'on ne prend pas, il fait juste appui long, on lui demande de traduire, et il écoute ça. L'application est en français, on traduit, il écoute ça en langue fond. Ça, vraiment, c'est ce truc, on fera la démo à connaître les cinq. Donc, ça, c'est un petit aperçu. Si quelqu'un veut vraiment voir la démo, qu'il passe à connaître les cinq pour pouvoir en découvrir plus. Donc, on a vraiment d'autres choses qu'on prépare à l'interne. Et il faut savoir que nous, notre objectif, minimum dans quelques années, c'est de devenir un secteur où nous allons apporter des solutions pour que d'autres développeurs puissent utiliser. On a déjà déposé quelques dossiers à l'industrie de haute 2 pour permettre aussi d'avoir notre providers pour les connexions aussi. Donc, honnêtement, on veut vraiment que le secteur là, ça nous accueille. Vraiment, c'est ça, on veut. On est vraiment en fort dedans. Donc, voilà un peu. Ok, pour finir, pardon, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de l'intelligence artificielle. Quelle utilisation vous faites de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre quotidien? Et Donc, qu'est-ce que je dirais, genre dans Frame au fait, quel a été l'apport de l'IA? Est-ce que ça vous a aidé à avancer? Est-ce que ça vous a aidé à faire, en toi, comment vous l'exploitez aujourd'hui? Ça, c'est juste pour finir, pour rester dans le contexte actuel 2025. Sinon, pour quelqu'un qui nous suit, c'est comme si c'était un code de 2022, mais on est en 2025. Donc, il faut au moins une touche d'IA aussi pour les tags YouTube aussi, pour que ça puisse aussi... voilà quoi. Il faut savoir que ChatGPT est notre outil qu'on utilise avec Claude. Les outils là, on les utilise. On ne peut pas s'en passer. Qu'on évite de se beurrer. Développeurs qui s'en passent, c'est un problème. On ne peut pas s'en passer. Parce que notre intelligence en Afrique, moi je dis ceci, notre intelligence en Afrique, c'est arrêté dans ce que nous voyons dans notre écosystème, surtout au Bénin. Ce qu'on voit les autres faire, c'est arrêté ici. Avec chaque GPT, on a la capacité d'aller loin. Il faut avouer que sans chaque GPT, on ne peut pas faire ce qu'on a fait. On ne pouvait pas faire. Parce qu'on va lire des documents, on ne pourra pas comprendre. Avec chaque GPT, on a quand même une vision globale de comment tout fonctionne, mais c'est à nous maintenant de décider comment faire. Donc, ceux qui disent que l'intelligence, leur cas, je fais foutre. Chaque GPT, on ne l'utilise pas, c'est un problème. Donc, l'intelligence artificielle, on l'utilise et nous-mêmes, on la recommande. C'est parce que je ne peux pas encore vous montrer ça. On crée même nos modèles. On a des modèles, on utilise des technologies, on crée nos modèles. Parce qu'il faut savoir que les Vine, c'est vraiment notre point fort. On les traite, on les classe avec un modèle qu'on a développé à l'interne. Donc, il faut aussi comprendre que l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou qu'on ne veut pas, on doit l'utiliser. Donc, voilà. Pour conclure, il y a une question que tu as posée dans l'introduction que tu as oubliée. Moi, je vais revenir sur ça. Tu as demandé quels sont mes outils phares, mes bébés que j'utilise. Voilà. Mes outils, j'ai énormément de... Tu as coupé ton micro. Tu disais... Oui, effectivement, c'est un oubli. Comme je dis, à un moment donné, on ne peut pas totalement rester figé. Donc, tout en fonction du débat. Donc, merci d'être venu sur ça. Alors, mes outils, j'ai 3 bébés que je recommande. C'est ça, c'est pour ça que j'adore l'écosystème JavaScript. Stack Curry, c'est la base. En fait, tu n'utilises pas, c'est ton problème avec caching. Tu auras des problèmes seulement. Zoostand, non. Pépite. Pépite. Et en termes de, comment on appelle, cache, Redis, parce qu'il faut savoir qu'on a 4 bases de données. On a MongoDB, Redis, Elasticsearch et Neo4j.
4 bases de données. Donc, Redis pour le cache, tu prends et puis tu quittes là. Zoostan, n'en parlons pas, et Tanstacker. En fait, les trois là, si tu n'utilises pas en 2025, c'est que tu es en train de vibe coder. Tu es en train de vibe coder. Donc, voilà un peu tout ce que j'avais à dire. Voilà. Super. C'est vraiment super. Je pense, beaucoup de développeurs React ne l'utilisent pas. Bon, j'ai heureux même que. C'est méchant. Si c'est React Contest ne peut pas tout faire. React Contest ne peut pas tout faire. En fait, c'est quand tu es développeur Angular ou un développeur Vue.js que tu te rends compte de l'importance du store, en fait. Parce que nous, on a vu X et puis on a eu Pinia plus tard. C'est là que tu te rends compte qu'en Vue.js, on a les contests et puis il y a le store qui est beaucoup plus vraiment global. Peut-être si on aura l'occasion aussi d'en parler dans un autre call. Ce sont mes outils que j'utilise tout le temps. Tanstack, tu utilises React Query ou bien juste. Non, Tanstackery. Tanstackery, ok. Ce qui est intéressant, en fait, c'est la raison pour laquelle l'écosystème JavaScript, peut-être plus tard, je vais en changer quand on va recruter les gars. React Native, React, Next.js, les trois là, ça marche. Tanstackery, c'est mes trois acolytes. C'est la première chose que j'installe d'abord. Donc, ça marche pour les trois. React Native, par-ci, par-là. Voilà. C'est un peu ça. Super. Alors, on est à la fin de l'échange. Merci beaucoup, Abdul, pour le temps que tu as accordé à la communauté. Merci pour l'échange et ton partage d'expérience, le partage de ton parcours, les conseils que tu as donnés. On aura certainement d'autres occasions. Pour ceux qui avaient des questions et qui n'ont pas pu poser, je signale que Abdoul est dans la communauté JS Bénin. Donc, si vous avez des questions personnellement pour lui, n'hésitez pas. Je vais le taguer peut-être. Et voilà, si vous avez des questions. On aura encore l'occasion de programmer d'autres sessions de talk sur d'autres thématiques. Là, cette session-là, c'était vraiment pour kickstarter, pour apprendre à connaître le produit, à connaître qui était derrière ce produit-là et à savoir que, bon, il y a quand même des gens qui font des choses dans le pays. On ne cherche pas tout ça. Et qui sont cachés à Porto. Donc, sur ce, merci encore Abdoul et je souhaite merci beaucoup pour l'invitation. À tout le monde. Voilà. Allez, ciao. Bye. Bye.